Bonjour, bonjour à tous. On va commencer cette table ronde, mais cette table ronde se fait à l'occasion de la sortie d'un atlas. Je vais te prendre ton exemplaire, Caroline. D'un atlas géopolitique de l'Afrique. C'était en fait un livre que Philippe Hugon a publié en 2017 dans une autre collection et le succès de la collection a fait qu'on a transformé on a créé à côté une collection d'atlas avec une cartographie et sur un format un petit peu très prescriptif, des fiches des fiches illustrées qui sont très synthétiques. Je salue Jean-Christophe Servant qui a accepté de prendre la suite et donc qui a fait que ce livre qui existait vient d'être republié. Et c'est une façon un peu de continuer à faire vivre l'œuvre de Philippe Hugon, que je salue, ainsi que je salue sa femme et sa fille qui nous ont fait l'amitié de venir. J'avais rencontré Philippe Hugon dans un colloque en Afrique du Sud à la fin des années 90 et on a eu un contact tout de suite très, très sympathique et à la fois sur le plan humain et aussi sur le plan intellectuel. J'étais, il était économiste et spécialiste de l'Afrique, j'étais ni l'un ni l'autre, mais j'apprenais beaucoup avec lui et j'appréciais beaucoup la vision qu'il avait. Et puis, on était resté en contact, il avait fait quelques conférences à l'IRIS, et puis en 2004, et il a pris sa retraite de Nanterre où il était professeur. Et c'est à ce moment-là que l'on a créé Iris Sup et il est venu faire des cours à l'IRIS. Et comme l'IRIS est à la fois un centre de recherche, une école, eh bien, il était à la fois chercheur et enseignant chez nous. Et il était finalement doublement apprécié. Philippe a eu une longue carrière avant de venir à l'IRIS et même s'il n'en parlait jamais vraiment, il avait un carnet d'adresses en Afrique extrêmement fourni, extrêmement développé et il a été le directeur de thèse de nombreuses personnalités et il connaissait personnellement de nombreux chefs d'État et ministres sans jamais qu'ils le mettent en avant parce que Philippe n'était pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant. Il était toujours présent, mais jamais il ne se mettait en avant. Il était extrêmement apprécié de l'équipe parce que pour des jeunes chercheurs, avoir une personne ressource comme lui qui, tous les mardis, venait et qui très souvent nous éclairait lorsque il était question de l'Afrique, il avait toujours un diagnostic très précis, très, très fourni, très documenté, très, très humanisé aussi. Et donc, non seulement il éclairait l'ensemble de l'équipe, mais il était jamais avare de venir donner conseil tant sur la méthodologie, que sur les perspectives aux jeunes chercheurs. Et donc, quelque part, il a accompagné les chercheurs de l'IRIS, dont beaucoup étaient débutants, pour compléter leur formation, parce que c'était avant tout un formateur. Il était dans la transmission. Et bien sûr, il était extrêmement apprécié par nos étudiants, aussi bien d'ailleurs les étudiants à distance que les étudiants en présence. Et je veux dire, il prenait toujours le temps de répondre, il prenait toujours le temps de donner un conseil, il prenait toujours le temps de corriger. Et même sur la fin, hospitalisé, il était encore disponible, ne laissant rien paraître. Et il a jusqu'au bout gardé le même savoir-vivre, la même dignité, la même humanité et la même volonté d'être utile. Et c'est peu dire qu'il a été extrêmement utile. Je crois que toute l'équipe de l'IRIS, il a profondément marqué l'IRIS et tous ceux qui étaient là, il y a beaucoup de nouveaux, il y a une dizaine de nouveaux depuis 2018, mais tous ceux qui étaient là avant 2018 ont tous, chacun de leur mémoire, je vois quelques têtes qui ne peuvent qu'approuver, ont tous eu un contact avec Philippe et il était aussi un des piliers de l'activité des colloques, des tables rondes. Il ne rechignait jamais à transmettre son savoir, à partager cela. Et donc, c'était vraiment une grande figure et je tiens à ce qu'on lui rende hommage une nouvelle fois et je suis vraiment heureux que vous ayez accepté, Monsieur Servant, de prendre, parce que c'était un bloc, ce livre, de le prendre, de l'actualiser, de le rendre vivant et de le continuer. Et c'est finalement, je pense que là où il est, Philippe doit être très content de voir ce livre. Voilà, je vous laisse la parole et bon colloque. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je voulais, pour ma part aussi, rendre un petit hommage à Philippe Hugon, que j'ai rencontré en 2016 à Ouagadougou.
Je venais chez vous, madame, de temps à autre, prendre un café avec votre époux. Nous devisions des questions africaines. Il me transmettait en effet son savoir. Et il me conseillait également dans mon parcours de jeune chercheuse. Et je me souviendrai toujours que, qu'en me ramenant sur le pas de votre porte, il me disait « Ne vous inquiétez pas, ma chère enfant, tout ira bien ». Vous imaginez donc que c'est avec honneur et émotion qu'aujourd'hui, j'anime cette table ronde donc autour de l'ouvrage Géopolitique de l'Afrique. Comme vient de le rappeler Pascal, c'est un classique de l'IRIS. Vous y trouverez 40 fiches illustrées avec des cartes, des chiffres. Et c'est un ouvrage qui est assez complet et abordable, aussi bien pour des néophytes que pour des spécialistes qui ne connaissent pas nécessairement la diversité des Afriques. Et c'est vrai qu'on a plutôt, en général, tendance à rester sur nos aires de compétences. Afin de discuter ce soir des reconfigurations géopolitiques en Afrique, je suis ravie de recevoir aujourd'hui donc Jean-Christophe Servan, co-auteur de l'ouvrage, journaliste indépendant, collaborateur du Monde diplomatique et animateur du blog Mots d'Afrique, hébergé par le Monde diplomatique, ancien du magazine Géo. Nous parlerons ensemble des reconfigurations géopolitiques à l'échelle globale. J'accueille également Géraldine Pinault, docteur en géopolitique, spécialiste de la Corne de l'Afrique, chercheuse et consultante indépendante, entre autres à l'IRIS. Avec Géraldine, nous aborderons plus particulièrement les reconfigurations géopolitiques dans la Corne de l'Afrique. Enfin, Ousmane Diaye, rédacteur en chef à TV5 Monde, nous ferons un petit point focus sur l'actualité qui, bien entendu, intéresse tout le monde sur le Mali. Donc, vous voyez, c'est un tour d'horizon qui est assez large et qui est assez riche, mais qui contraindra les différents intervenants à ne pas dépasser les 8 minutes. J'ai donc mon chronomètre à mes côtés et serait contrainte de vous arrêter en temps voulu. Le but étant, bien évidemment, comme chacun le sait, d'échanger avec la salle. Alors, je le précise, seules les questions de la salle seront prises en considération. Pour l'instant, nous n'avons pas de système pour prendre les questions par visio. Donc, je commence avec toi, Jean-Christophe. Quels sont les acteurs étrangers qui se positionnent ou se repositionnent en Afrique et pourquoi? Vois-tu les prémices d'une guerre sino-américaine, qui est désormais la grille de lecture qui s'impose dans les relations internationales? Enfin, comment, dans ce contexte, les pays africains te semble-t-il tirer leur épingle du jeu? Bonjour et merci de l'invitation. Je suis très ému moi aussi d'avoir contribué à adapter cette atlas géopolitique écrit par Monsieur Hugon. Je suis entouré par des chercheurs, je ne suis que journaliste. Je vais essayer de faire clair à ta réponse, Caroline. Comme vous avez sans doute pu le constater, évidemment, depuis le début des années 2000, on a d'abord beaucoup parlé évidemment du retour de la Chine sur le continent africain et l'Afrique subsaharienne. Retour, puisque durant les années 70, il y avait une première vague de collaboration qui avait été menée avec certains pays du continent. Je ne prendrai que l'exemple de la construction du Tazara entre Dar es Salaam et la Zambie, qui était vraiment un chantier à l'image de tous les chantiers d'infrastructure aujourd'hui, qui était très emblématique effectivement de cette présence chinoise, qui plus est avec les enjeux géopolitiques liés évidemment à la ligne de front face à l'Afrique du Sud de l'apartheid et l'enclavement de la Zambie. Et les relations très particulières, en particulier que la Tanzanie de Nyerere avait tissé avec le président Mao à l'époque. Depuis le retour, donc évidemment, de la politique d'ouverture chinoise initiée à la fin des années 90, donc on a fait grand cas, évidemment,
de la montée en pression du partenaire chinois sur le continent africain, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Et il est évident que la Chine est aujourd'hui le grand, on pourra reparler après, évidemment, suite si la Chine a gagné un petit peu la bataille de soft power qui a été menée autour de l'arrivée de la Covid sur le continent africain. Mais pour autant, évidemment, la Chine s'est imposée comme le nouveau grand partenaire d'une grande majeure partie, excepté le Eswatini, et aujourd'hui le Somaliland, dont vous parlerez. Donc le principal partenaire, évidemment, partenaire majeur d'une large partie des pays du continent africain. Un petit peu comme le fameux poème qui dit qu'un idiot regarde le doigt du sage qui montre la Lune. Évidemment, l'idiot regarde le doigt pendant qu'on regarde la Lune. Évidemment, à côté évidemment de l'arrivée chinoise et des chiffres qui ont été plus que jamais énormes en ce qui concerne les échanges économiques, le soft power, l'affluence, le nombre d'étudiants aujourd'hui présents en Chine continentale, d'autres partenaires du Sud, si on peut dire, pour faire large. Je ne parlerai pas pour l'instant des partenaires occidentaux, des anciennes puissances coloniales. D'autres partenaires ont commencé à s'immiscer durant les années 2000, dans cette période un petit peu où on est passé d'un afro-pessimiste extrême à un afro-optimisme un petit peu béat, évidemment poussé aussi par les milieux d'affaires internationaux et les fonds d'investissement. D'autres partenaires ont commencé à venir à monter des tournées diplomatiques sur le continent africain et en Afrique subsaharienne. Derrière la Chine, on a vu ainsi surgir, on en parle beaucoup actuellement, par exemple la Turquie. Ce sera un représentant turc qui présidera la 75e Assemblée des Nations Unies, il ne faut pas oublier. On connaît un petit peu les tensions en mer orientale, un peu liées entre la France et la Turquie concernant cette région. Et on voit qu'actuellement, la Turquie, ces derniers jours, a mené encore de nouvelles visites diplomatiques en Afrique de l'Ouest, précisément de l'ancien précaré français, après que le président Erdogan lui-même ait mené en début d'année sa 4e visite par exemple au Sénégal. Donc il y a une montée en pression de la Turquie qui a rebooté un petit peu sa politique après la tentative de coup d'État menée entre guillemets par évidemment Fethullah Gülen, le réseau Fethullah Gülen, qui avait permis justement aux entrepreneurs turcs de commencer à prendre pied effectivement sur le continent africain au milieu des années 2000, fort aussi de la présence, quand on reprend l'histoire ottomane, évidemment d'une présence turque qui à l'époque ottomane allait jusqu'au Kanem-Bornou, à peu près au Sahel. D'où l'importance, par exemple, de l'accord militaire qui a été signé, de coopération militaire qui a été signé avec le Niger récemment entre la Turquie et le ministre des Affaires étrangères turc. Donc voilà un partenaire nouveau, évidemment, qui, tout en ayant une histoire, évidemment, en particulier avec le Sahel et bien sûr le Maghreb et le Machrek au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, voilà effectivement un nouveau partenaire qui s'est initié sur le continent africain. D'autres aussi, évidemment, si on prend au niveau population, si on prend l'Inde, qui a pris beaucoup de retard, effectivement, au début des années 2000, par rapport, évidemment, à la montée en pression de Pékin sur le continent africain. L'Inde est ensuite, avec l'élection du président nationaliste Modi, l'Inde a commencé, évidemment, en particulier sur la zone océan Indien, fort d'une diaspora très impressionnante, aussi présente sur le continent africain, en particulier en Afrique de l'Est et en Afrique australe, a commencé à monter aussi en gamme au niveau diplomatique et organiser en premier lieu son sommet pays et les pays du continent africain, en marchant un petit peu sur les traces de la Chine, mais aussi jouant à son niveau un discours évidemment très différent de celui de Pékin. L'Inde aujourd'hui, par exemple, est un des principaux, sinon le principal partenaire commercial, par exemple, du Mozambique, fort entre une présence de 25 000 Mozambicains d'origine du Gujarat. Le président Philippe Nyusi, qui dirige le Mozambique actuellement, a fait des études de commerce au Gujarat, il ne faut pas oublier. Et donc, évidemment, on assiste aussi à travers l'Inde et la Chine aussi à un repositionnement, non plus du côté de l'Atlantique noir et la côte ouest africaine, mais vers la côte de l'océan Indien. À côté de l'Inde aussi, on commençait à s'immiscer après la crise de 2008. Les pays du Golfe, les Émirats arabes unis sont extrêmement présents aujourd'hui, ont investi beaucoup après la crise de 2008, la crise financière et l'argent facile et les fonds d'investissement, en particulier en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, le Qatar aussi. La Russie, on a assisté aussi évidemment à son grand retour avec le sommet de Sochi. Donc on assiste en fait à une multiplication des partenariats dans le cadre bilatéral
qui sont en train de défaire, évidemment, la question du multilatéralisme, si on peut dire. Donc, attendons-nous à voir aussi Singapour, les pays du sud-est asiatique, etc. Montent aussi en gamme, évidemment, du fait que l'Afrique se retrouve idéalement placée entre le vieux continent européen, les États-Unis à l'ouest, et bien sûr, en ce qui concerne le nord, les pays du Golfe, et puis un peu plus loin, évidemment, les pays du sud-est asiatique. Cher Jean-Christophe, je te remercie pour ce tour d'horizon. Bien évidemment, on ne sait pas encore évaluer comment les pays africains peuvent ou pourront tirer leur épingle du jeu, qui était la deuxième partie de ma question. Mais en tout cas, cela offre des ouvertures et ça casse un peu le monopole justement des relations entre certains pays et leurs anciennes métropoles coloniales. Voilà. Nous allons donc passer à la reconfiguration des enjeux géopolitiques dans la Corne de l'Afrique avec Géraldine Pinault. Alors, quelques questions assez précises à ton endroit. Quels sont les points sensibles à observer en 2021 dans la Corne de l'Afrique? Peut-être pourras-tu nous dire un petit mot sur le grand barrage de la Renaissance. Et enfin, Abiy Ahmed, donc pour ceux qui ne le savent pas, Premier ministre de l'Éthiopie, prix Nobel de la paix 2019, a-t-il permis d'ériger son pays au rang lige de pacificateur dans la région? Et bien évidemment, tout ceci en moins de 8 minutes. Merci beaucoup, Caroline, et merci à l'IRIS de me donner la parole ce soir. Alors effectivement, 8 minutes, c'est assez court pour faire le tour des enjeux en 2021 dans une région qui concentre, qui a une belle concentration des enjeux mondiaux, en fait, et des enjeux dont l'intensité s'accélère depuis 5 ans. Et je pense que là, cette année 2020 a été pour la région une année extrêmement intéressante, et 2021 va s'annoncer, je pense, encore plus bouleversante. Donc, je pense que les 3 points d'attention que j'ai retenus, moi, à vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment le grand barrage de la Renaissance, barrage sur le Nil en Éthiopie, qui est pris dans des négociations très complexes, ou peut-être des négociations avec l'Égypte et le Soudan. Deuxième point, le Somaliland, qui apparaît un petit peu sur la scène médiatique, donc il est un petit peu éloigné. Et enfin, l'Éthiopie, qui est un point d'intention et d'inquiétude pour l'année à venir. Alors, le barrage, très rapidement, pourquoi? Je ne vais pas revenir dans les détails des négociations, des volumes, etc. Je pense que là où le barrage est un enjeu extrêmement important pour l'année en cours et à venir, c'est qu'il cristallise la situation géopolitique de la région. Il cristallise les relations existantes, passées et évidemment à venir, entre le monde arabe dans son ensemble, et pas seulement l'Égypte, et la Corne de l'Afrique et ses différentes composantes. Il cristallise les questions internes à l'Éthiopie, qui ne sont pas moindres. Il s'inscrit, bien entendu, et de plus en plus ces derniers jours, dans les rivalités sino-américaines dans la Corne, ou en tout cas, on les y a fait rentrer. On a fait rentrer le barrage dans ces rivalités sino-américaines. Voilà, et je pense qu'avec cette question du barrage, sont en train de se fixer des points qui étaient extrêmement fluctuants, des alliances. Effectivement, je pense que tu parlais de multilatéralisme en Afrique, et ce que je trouve qu'on remarque, c'est un multilatéralisme avec des alignements. Voilà, une sorte de bipolarité multilatérale. Et je pense qu'effectivement, autour de cette question du barrage, ce sont ces questions-là qui ressortent. Donc voilà, rapidement. Et donc, il s'inscrit, ou il fait rentrer cette rivalité sino-américaine dans la Corne de l'Afrique, ce qui me permet de passer à mon second point, puisqu'effectivement, au lendemain de l'échec des négociations, notamment des États-Unis qui auraient souhaité articuler beaucoup mieux et arriver à un point d'accord sur ces négociations, on a vu Taïwan se précipiter. Alors, c'est pas se précipiter, c'était une apparence
au Somaliland, puisque les négociations, la rencontre avait déjà bien entendu eu lieu entre Taïwan et le Somaliland. Et très rapidement, la même semaine, l'Égypte qui se présentait également. Alors c'est pareil, l'Égypte a au départ et historiquement une relation de refus de l'existence du Somaliland. Ils n'ont pas attendu cette question du barrage pour reprendre des contacts. Ça fait déjà quelques années que des contacts s'effectuent entre l'Égypte et le Somaliland. L'Égypte est évidemment opposée à un éclatement de la Somalie. Initialement, on va dire, des années 90 à on peut dire aux années 2010, et avec cette nouvelle mise en place du monde qui est en train de se structurer. Et donc, c'est évidemment extrêmement intéressant. Et c'est intéressant dans la mesure où, en même temps que ces deux arrivées, Taïwan et Égypte, sur le sol somalilandais, qui ont été très médiatisées, en fait, ça fait 2 ans que se succèdent les visites de hauts lieux et de grands pays au Somaliland. Alors, ça va avec un président, Moussebiri, qui a lui-même développé aussi, qui a développé ses relations internationales bien plus que ses prédécesseurs et sa recherche de reconnaissance. Mais ça s'inscrit bien entendu dans un contexte où soudain, on remarque ce pays qui est là, qui est construit comme un État et qui commence à avoir un intérêt pour beaucoup d'acteurs entrant en Afrique. On a parlé également d'Israël. Alors, Israël est une question qui tourne depuis des années autour du Somaliland. Le Somaliland, bien entendu, qui montre à la Ligue arabe que si on ne le reconnaît pas, il se tournera vers Israël. Bon, finalement, Israël n'est pas arrivé dans les bagages immédiats, en tout cas, des Émirats arabes unis. Mais en tout cas, ça a été une hypothèse qui circulait très fortement ces dernières semaines. Voilà. Alors, ça me permet de passer également à l'Éthiopie. Donc, évidemment, pourquoi le Somaliland est un enjeu? Le Somaliland est aujourd'hui le deuxième accès à la mer après Djibouti, qui est largement devant avec 80% de l'import export éthiopien. Mais le port de Berbera, qui évidemment est la deuxième porte de sortie et de désenclavement de l'Éthiopie. Et que donc, si des ennemis de l'Éthiopie venaient à s'intéresser de trop près au Somaliland, ça rendrait la situation, bien entendu, très compliquée. L'Éthiopie, on a une situation antérieure en Éthiopie qui est extrêmement inquiétante. C'est vrai qu'ici et dans les médias internationaux, bon, ça commence un petit peu à sortir, et je dirais heureusement, mais c'est vrai que depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed, l'Éthiopie est un peu le journal des bonnes nouvelles. Tout le monde se félicite de la libéralisation de l'économie éthiopienne et de son ouverture sur le monde, notamment sur les questions de télécommunications. Et ça camoufle bien entendu la réconciliation éthio-érythréenne, qui est une réconciliation, on va dire, de papier, dans la mesure où elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle puisque la route de désenclavement de l'Éthiopie une route est accessible, mais compliquée, 1 minute pour parler de l'Éthiopie. Mais enfin voilà, son opérationnalité est assez compromise dans la mesure où également l'une des 2 régions frontalières entre l'Éthiopie et l'Érythrée est en situation, on ne va pas dire de quasi-sécession, le mot est peut-être un peu fort, mais dans un contexte où Abiy Ahmed a repoussé les élections générales en Éthiopie 2 fois et aujourd'hui à une date inconnue. Le Tigray, donc cette région transfrontalière, vient d'organiser ses propres élections en tant qu'État fédéré. Et les voies d'accès et de communication entre le Tigray et le reste de l'Éthiopie sont extrêmement compliquées et souvent fermées. Et c'est une région qui est très militarisée, bien entendu, puisque une grande partie de l'état-major éthiopien d'avant en était originaire. Donc, j'ai presque fini, ou j'ai peut-être dépassé mon temps de parole. Voilà, je pense que pour l'Éthiopie, c'est vraiment, on a un pouvoir qui se radicalise et on a dans une grande majorité de régions éthiopiennes, des situations soit d'insurrection, soit d'un État qui s'est affaibli au point d'être quasiment absent, ce qui est
extrêmement inquiétant pour l'Éthiopie, qui a la tradition d'être un État très fort et qui a généralement un assez fort contrôle de son territoire et de sa population. Voilà. Donc, je vais terminer, Oui, puisque je pense que Caroline me fait les gros yeux, en disant juste que pour terminer, on a en plus, et c'est assez intéressant, tous les États de cette région qui devraient, ou pas, parce qu'il y a beaucoup de reports, avoir des élections en 2021. Somalie, Somaliland, Éthiopie, Djibouti. Donc, effectivement, à observer de près. Je vous remercie. Merci, Caroline. Alors, merci Généraline pour ce tour d'horizon de la Corne de l'Afrique que finalement nous Français connaissons peu, voire pas du tout. Nous sommes principalement préoccupés des problématiques France-Afrique et donc de l'avenir des pays francophones. Ce qui est donc la transition idéale pour parler de la situation actuelle au Mali avec Ousmane. Alors, j'ai décidé en préparant cette conférence avec les différents intervenants, bien évidemment, de ne pas parler de Barkhane ou de la France au Sahel, parce que je suppose que, bien évidemment, beaucoup d'entre vous auront des questions à poser sur ce sujet. Donc, ce n'est pas une impasse, mais c'est pour parler, pour aborder, bien évidemment, d'autres points. Alors, Ousmane, avec toi, je voudrais savoir quels sont les ressorts du coup d'État au Mali sur la moyenne et la courte durée. Comment comprendre un petit peu l'hybridité de ce qui a commencé par une révolution populaire? Comment comprendre en réponse la fermeté des sanctions de la CEDEAO? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et les dissensions internes sur ce sujet qui sont apparues de manière assez patente entre les différents chefs d'État, comme sur d'autres dossiers qui concernent le franc CFA, est-ce que ces différentes dissensions ne préfigurent-elles pas un risque de dislocation à terme de cette communauté économique régionale? Merci pour l'invitation. Les ressorts du coup d'État, j'ai presque envie de te répondre par une boutade. Ce coup d'État a un grand frère, 2012, donc il y a eu un coup d'État. On peut dire, si on reste dans le registre de la généalogie, un père, le coup d'État de mars 91, et on n'en sort pas. Et alors, donc sur le court terme, oui, les racines de ce coup d'État sont clairement à trouver dans les problèmes non résolus par le coup d'État de mars 2012. Et comme par hasard, les deux, c'est toujours en mois de mars. Et puis plus loin, enfin, les fondements même de la dégradation de l'État malien, comme on dit, post-révolution démocratique, se retrouve dans le coup d'État de mars 91. Donc, je commence par expliquer le court terme. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Donc, l'armée malienne est défaite, traumatisme national. À un mois des élections, coup d'État contre le président démocratiquement élu. Et le coup d'État accélère l'avancée des djihadistes. Et la France se retrouve à intervenir in extremis pour arrêter l'avancée des djihadistes qui avaient promis quand même le vendredi de marcher sur Bamako. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, il y a l'intervention étrangère qui libère à peu près le pays, qui libère les zones centrales, qui libère un peu une partie du nord. Bon, Kidal, l'extrême nord, reste sous un statut flou parce que les Français le co-gouvernent avec les groupes irrédentistes qui réclament l'indépendance. Au sud, on a une sorte de tentative de retour à la légalité constitutionnelle qui, au fond, est assez bancale dès le départ. Je m'explique. Donc, le général qui fait le capitaine, plus tard autoproclamé général qui fait le coup d'État au sud, est contraint sous la pression internationale, notamment de la CEDEAO, à rendre le pouvoir aux civils. C'est toujours les mêmes mantras de la communauté internationale. Il faut rendre le pouvoir aux civils, comme si la clé de la résolution des problèmes était un pouvoir civil. Or, on venait d'assister à la dégradation, enfin à une sorte de chute d'un pouvoir civil, forme corruption, dégradation des rapports avec l'armée, etc. Mais il fallait rétablir en civil. Forcément, parce que c'est la règle, parce que c'est le principe, parce que c'est la théorie. Donc le président
comme il fallait renouer avec l'ordre constitutionnel, ils sont allés chercher le président de l'Assemblée nationale, qui venait en numéro 2 de l'ordre constitutionnel, qui était le président du parti le plus puissant, qui est l'ADEMA, qui est le parti qui a gouverné le Mali à tous les coups depuis 1991. Donc, qui a beaucoup participé à la prévarication, au détournement, etc. Et ce personnage, on le fait revenir juste parce qu'il fallait renouer l'ordre constitutionnel. Et pour renouer l'ordre constitutionnel, il fallait prendre un avion. Il était réfugié à Niamey, donc il est revenu. On l'a installé comme président de la République. Seulement, c'était une façade parce qu'il n'a jamais vraiment eu le pouvoir. Il ne l'a jamais eu et donc on s'est retrouvé dans une transition d'un an qui devait aboutir à des élections générales menées par le président de la transition avec un premier ministre de transition. Seulement, la réalité qu'il y a eu pendant cette transition, pendant ces 12 mois, c'est que la réalité du pouvoir était dans la ville garnison qui a moins d'une heure de Bamako, Kati, où il y avait le putschiste, le général Sanogo, enfin le capitaine Sanogo, qui dirigeait la réalité du pouvoir, qui dirigeait. Et deux exemples illustrent vraiment, hein, deux exemples assez forts et assez symptomatiques du fait que c'était une fiction en fait politique et qu'il n'y avait pas réellement une transition démocratique. À un moment donné, il y a eu des dissensions évidemment avec le président civil et les militaires, et des jeunes partisans du pouvoir militaire sont montés à Kati, ils ont pris le président, ils l'ont battu à mort. Et ils l'ont filmé, il y a des images qui circulent, Paris l'a évacué. Il est resté 2 mois à Paris, il n'osait pas rentrer au Mali. Donc, voilà. Deuxième exemple qui est très important, la junte militaire donc, décide de se séparer de Cheikh Modibo Diarra, le célèbre astrophysicien qui était le premier ministre de transition. Il le convoque à Kati, il est violenté, harcelé, il est contraint de démissionner. Plus tard, il l'a raconté d'ailleurs, qu'il a démissionné sous la contrainte. Le président battu à mort, le président de transition finit par être réinstallé sous bonne escorte évidemment des troupes françaises, hein, parce qu'évidemment l'armée, la réalité de l'armée était détenue par les ex-putschistes entre guillemets. Et donc, on décide d'aller aux élections coûte que coûte, on décide de faire les accords de Ouaga sans qu'il y ait consensus. L'idée, c'était vraiment de remplir des cases, c'est au forceps quand même. Donc, on aboutit à des élections générales qui donnent le pouvoir d'IBK, ou même, et encore ça c'est très important, même la charte, le pacte de la transition n'est pas respecté. À l'époque, la communauté internationale voulait tellement des élections qu'ils ont laissé faire, parce que je rappelle toujours que dans ces élections-là, le Premier ministre de transition a participé alors que la charte lui interdisait totalement de pouvoir participer à ces élections. On a laissé faire, il fallait avoir des élections pour sortir de cette situation, partant quand même de l'hypothèse centrale qui était de dire à l'époque, une fois qu'on aura élu un président de la République, même s'il est mal élu, on va reconstruire l'État. Ça a été vraiment l'axe de l'ONU et puis de la France. Donc évidemment, on va aux élections malgré tout en respectant pas le pacte de transition, en respectant pas le minimum de règles. L'élection s'est tenue dans des conditions assez complexes parce qu'une région quand même comme Kidal, qui est très grand, hein, parce que les 3 régions du Nord Mali, c'est des grandes régions. Hein, Tombouctou est presque plus grand que la France, une seule région. Donc, on a organisé les élections à peu près sans pour autant vraiment qu'il y ait des conditions acceptables dans le nord du Mali. C'est-à-dire les élections se sont faites sous le joug des groupes armés qui ont grosso modo défini il fallait voter pour qui. À mon avis, celui qui a le plus compris la règle du jeu, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta, puisqu'il a été très malin. Il a regardé les groupes, grosso modo, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire regarder Kidal, il y a tel groupe armé, tel chef de tribu ou tel chef de groupe armé qui tient la zone, il l'investit candidat de son parti. Voilà. Grosso modo, il gagne les élections, le président Keïta s'installe. Et là, on ne règle pas les problèmes, évidemment, parce que les raisons qui ont amené à ce coup d'État sont encore là et vont faire. Et puis bon, j'ai une minute juste pour faire quand même la généalogie la plus longue. Hein. Le coup d'État, le père, pour moi, alors je l'appelle le père parce que
pour comprendre aujourd'hui la situation du Mali aujourd'hui, il faut forcément repartir à mars 91, la fin de la dictature, 23 ans de dictature. D'ailleurs, le dictateur est mort hier, Moussa Traoré. 23 ans de dictature, il y a les enseignants, les syndicats, tout le monde se met, et on a appelé ce qu'on a appelé la révolution démocratique de mars 91, qui s'est parachevée par une prise de pouvoir de l'armée et puis par des élections générales qui vont élire un pouvoir. Et ce pouvoir est un regroupement de toutes les forces qui ont mené à la révolution démocratique, l'ADEMA. Et en fait, là, pour moi, pour faire rapide, se met en place un État qui n'est pas démocratique, se met en place un État prédateur. Donc pour moi, à partir de 91, on a ce que j'appelle l'État prédateur, qui bien qu'élu, bien que machin, et l'État prédateur bascule à partir de 2002 avec l'arrivée au pouvoir de l'ancien putschiste qui a participé, qui a pris le pouvoir en 91. Là, on entre dans une phase plus compliquée qui est l'État mafieux. Et l'État mafieux est amplifié par un événement qui est très important. À partir de 2002, les groupes armés défaits de la décennie algérienne s'installent au nord Mali. Parce qu'en réalité, les djihadistes commencent à attaquer le Mali à partir de 2011-2012, mais ils y sont présents à partir de 2002. C'est documenté. Tout le monde sait qu'à partir de 2002, une partie du GPSA, groupe armé algérien, réfugiés défaits en Algérie, les derniers irréductibles algériens s'installent au nord Mali. Et finalement, c'est ce processus de maturation avec l'État mafieux, avec l'industrie de la prise d'otages qui commence à partir de cette période-là, et qui a toujours des liens et des ramifications avec l'État. Donc se met en place un État mafieux qui, jusqu'à présent, on n'en sort pas et qui a la réalité du pouvoir. Quelles que soient les transitions politiques, quels que soient les schémas, ils ont la réalité du pouvoir. Et pour moi, l'une des plus grandes erreurs de l'ONU, au moment où ils sont arrivés, ils ont voulu reconstruire l'État, ils avaient une sorte un principe très fort, c'était le retour de l'État. Donc il fallait que les Français libèrent et l'État revient. Et le retour de l'État, c'était le retour du juge, le retour du commissaire corrompu qui les raquette. Et à un moment donné, vous allez dans des zones où, au fond, le berger Peul, il préfère la gouvernance du djihadiste qu'au retour du fonctionnaire malien. On en est là, en fait. Alors, cher Ousmane, je te remercie d'être revenu sur les causes profondes de ce coup d'État et de ne pas avoir trop tenu compte de mes autres questions. Mais en même temps, te connaissant un petit peu, je savais qu'avec une seule question, cela suffirait à te faire tenir 1 heure au moins. Alors, bien évidemment, maintenant, nous allons prendre les questions de la salle, ce qui permettra d'affiner les réponses que l'on n'a pas eu le temps d'aborder en 8 minutes de temps. Donc, je ne sais pas où sont les micros. Est-ce que... oui, alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on n'a pas de... Ah, si, c'est bon. Oui, alors, attendez, donc je regarde. Ouais. Alors, je vais commencer par prendre une femme, si j'en vois une. Non, les femmes sont... Bon, écoutez, monsieur, peut-être là-haut. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour, Ronan Dumalabé, je suis consultant en intelligence économique. Déjà, merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que c'était vraiment passionnant d'avoir vraiment de grandes perspectives sur l'ensemble de l'Afrique. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'avais 2 petites questions. Une à Monsieur Servan, qui est sur la politique des diasporas. Je voulais savoir si c'était possible d'en dire un peu plus sur leur mode de fonctionnement. Peut-on parler de lobby et peut-être parler de grands enjeux politiques dans la vie politique africaine au XXIe siècle? Et ma deuxième question, c'est pour Madame Pinault. J'avais une question sur le fait, pourquoi dit-on que la corne de l'Afrique, c'est souvent la terra incognita, la grande inconnue de l'Afrique? Et en fait, je ne résiste vraiment pas vous lire un tout petit passage d'un livre de Glazé, Antoine Glazé, Arrogant comme un Français en Afrique. Glaser. Antoine Glaser, j'avais un doute, merci. Qui est vraiment passionnant et qui dit
qu'il a travaillé donc avec Monsieur Pierre Jouyet, qui était secrétaire général à l'Élysée, et qui raconte qu'à l'ENA, donc François Hollande avait décidé un jour de choisir d'étudier la Corne de l'Afrique. Ce à quoi Monsieur Jouyet a répondu, mais on n'y connaît rien de la Corne de l'Afrique. Et Hollande aurait apparemment répondu, justement, personne n'y connaît rien, ce sera plus facile d'avoir une bonne note. Et ils ont planché sur le sujet, ils sont allés en Somalie, et apparemment, ils ont une bonne note. Voilà, merci beaucoup. Votre intervention, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, apparemment, vous avez le micro. Oui, Paul Arnaud, j'ai écouté avec intérêt les premiers exposés sur l'influence et l'impact de la Chine en Afrique. Ça me fait penser à des conditionnements économiques de la part des grands acteurs économiques mondiaux. Est-ce que j'ai soutenu l'attention lorsqu'il y a eu un tour d'horizon sur la situation de l'Éthiopie qui se sclérosait, qui était en proie à des troubles ou du moins à des secousses futures peut-être. Ou actuelles, peu importe. Donc, quelle est votre question, monsieur, oui, s'il vous plaît? mais je vous en prie. La militarisation aussi. Est-ce que vous pensez que le principal défi de l'Afrique est celui de la sortie des conditionnements économiques, ou alors celui des voies sans issue, des éternels retours, des militarisations et des secousses, des troubles à l'ordre public, ce qui fait un peu la jonction des trois exposés. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons prendre une troisième question. Gérard Grisbeck, au hasard. Oui, bonjour à tous. C'est pour poursuivre sur la fin de vos interventions, c'est-à-dire le retour de l'État au Mali, la volonté de reconstruire un État. On a vécu, quand je dis on, c'est la France. On a vécu, nous aussi, finalement, l'expérience américaine, c'était qu'on a eu en Irak, c'est-à-dire, bien que nous, on avait un mandat qu'ils n'avaient pas, c'est l'illusion qu'on pouvait, nous, de l'extérieur, reconstruire un État ou en tout cas permettre un retour de l'État. Alors, je voudrais peut-être que vous nous en disiez un peu plus. La deuxième chose, et qui va un peu dans le même sens, c'est que quand on se balade un peu au Mali, on comprend assez vite, surtout au moment de la guerre, qu'il y a deux Mali et que les gens du Sud, ils ont beau expliquer que le Nord, c'est à eux, etc. Ils ne connaissent rien au Nord, ils ne veulent surtout pas aller au Nord. Et les gens du Nord, ils sont au Nord et on voit bien sur leur couleur de peau que ce ne sont pas les mêmes. Et au moment de la guerre, on a bien compris que les Noirs étaient au Sud et que les Arabes étaient au Nord. Et que la rupture, elle était très claire. Donc, est-ce que véritablement il existe un État malien? Est-ce que ça a un sens de parler d'un seul pays alors que finalement, les gens du Nord ignorent les gens du Sud et les gens du Sud ignorent les gens du Nord? Et ma troisième remarque, toujours sur cette question malienne. Rapidement. Non, peut-être que ça fait déjà beaucoup. D'accord, merci. Et je vais prendre une quatrième question, mais je vais prendre une question d'une jeune femme en haut, si c'est possible. Voilà. À l'IRIS, on milite pour la mixité. Hein. Bonsoir, je m'appelle Ourta Nichaud, je suis analyste en intelligence économique et j'avais une question par rapport au titre, à l'intitulé de ce séminaire, pardon, de cette table ronde. Donc, on parle de reconfiguration des enjeux géopolitiques. Là, quand on entend parler les intervenants, on entend beaucoup l'intervention extérieure des puissances étrangères en Afrique. Alors, est-ce que cette reconfiguration va se faire par ces puissances étrangères ou par l'Afrique elle-même? Merci. Alors juste, c'est vrai qu'il y avait des questions hein, sur cette endogénisation des voies de solution qui n'ont pas pu être abordées par les différents intervenants compte tenu évidemment du temps imparti. Mais je crois que ça va être l'occasion pour chacun d'entre vous d'aborder cette part et cette partie qui bien évidemment nous intéresse tous au plus près.
Je vous laisse donc répondre chacun à votre tour aux différentes questions qui ont été posées. Voilà, je vais l'allumer. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Alors, la Corne de l'Afrique, une terra incognita, c'est plutôt peut-être à la salle d'y répondre, puisque évidemment, pour moi, ce n'en est pas une, et que je me pose un petit peu les mêmes questions que vous, d'autant plus que ça ne devrait pas l'être. Plus d'un tiers du commerce maritime mondial passe devant cette Corne de l'Afrique. Depuis le 19e siècle, cette région a toujours été un terrain de jeu pour les grands jeux mondiaux. Et aucun pays occidental ou européen ne l'ignore, et certainement pas la France, qui est l'un des rares pays à avoir une présence continue dans la Corne de l'Afrique depuis 150 ans par Djibouti, alors que, en raison des différents changements d'orientation géopolitique, effectivement, il y a eu des ruptures un peu plus sur d'autres présences. Donc c'est vrai que c'est une grande question. Et j'ai un petit peu vécu la même chose que vous, puisque quand j'ai commencé à prospecter au sortir de ma thèse, c'était en 2014-2015, les entreprises me faisaient un petit peu la même réponse qui avait été faite à François Hollande quand je présentais les possibles opportunités économiques et du coup l'intérêt peut-être à avoir des consultants en géopolitique. On me répondait, mais très très intéressant, après m'avoir reçu plusieurs heures parfois, hein. Une région passionnante, effectivement, il a l'air de s'y passer des choses, mais il n'y a encore personne. Pourquoi vous n'allez pas voir les Anglais d'abord? Donc voilà, mon questionnement est un peu le même que le vôtre. Concernant les reconfigurations et le caractère exogène ou endogène, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, effectivement, on a beaucoup abordé, à part Ousmane, hein, les acteurs extérieurs, parce qu'on se trouve dans un moment de la géopolitique mondiale qui donne un poids plus important peut-être qu'à d'autres périodes de l'histoire à ces acteurs extérieurs. Mais bien entendu, et c'est vrai que moi c'est ça que j'aurais aimé aborder si j'avais eu 16 minutes plutôt que 8. On a, et alors en plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique, des États qui sont acteurs de leurs histoires et des peuples qui sont acteurs de leurs histoires. Et justement, la grande question que je me pose moi pour le sort de l'Éthiopie aujourd'hui, les mouvements qui animent l'Éthiopie en interne aujourd'hui sont des mouvements endogènes. Ils sont liés à l'histoire de l'Éthiopie depuis 4 siècles et avec, on va dire, des couches successives d'injustice, de déplacement de population, de pouvoir, d'ultra-centralisation du pouvoir pendant évidemment tout le 19e et la quasi-intégralité du 20e siècle. Et que les tensions ethniques qui animent le pays aujourd'hui, enfin je parle de tensions, je pense qu'on peut parler pour certaines régions et à certains moments d'état de quasi-guerre civile, hein. On est vraiment dans une situation très très inquiétante dans ce pays. Ce sont des mouvements endogènes. Ce sont des mouvements endogènes. Alors je me pose un peu la question pour le Mali et le Sahel, mais moi je vois parfois. Alors pour l'Éthiopie, on a un mouvement quelque part de décolonisation, pas du tout de décolonisation par rapport à une colonisation européenne, mais de décolonisation par rapport à ce qui a été le mouvement d'expansion Amhara qui a créé l'Éthiopie dans ses frontières actuelles, pour faire très court et très caricatural. Oui, très court qui est aujourd'hui trop long, et qui est aujourd'hui très contesté. Et la question que je me pose et que je lance à Ousmane sur l'endogénéité des mouvements, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une période où quelque part la période coloniale voit une parenthèse se fermer et des mouvements plus anciens, plus profonds et bien plus endogènes qui reprennent un cours et une histoire africaine qui reprend son cours? C'est ma grande question. Mais on est là pour donner des réponses. On est là aussi pour poser des questions. Et c'est une très bonne question, évidemment, l'homme du Nigeria, par exemple. Voilà. Pour revenir sur la question, déjà, pour revenir à votre question sur la politique diaspora, effectivement, c'est une très très bonne question qui a été très tardivement prise en compte. Quand on voit, par exemple, en ce qui concerne la France, évidemment, on était censé rentrer avant l'irruption de la Covid dans une année Africa-France, qui aurait dû démarrer au mois de juin, si je m'abuse. Ouais, Africa 2020. Et évidemment, vous avez peut-être constaté pour certains, évidemment, la nomination d'un conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est l'incarnation, justement, effectivement, du rôle que
pour de nombreux acteurs, en premier lieu occidentaux, que doivent prendre les diasporas évidemment africaines présentes de ce côté-ci de la planète. Un autre enjeu aussi qui a été mis en compte évidemment à l'aune française, évidemment, c'est enfin pouvoir utiliser, en ce qui concerne les transferts financiers, qu'on sait qu'ils sont extrêmement conséquents, même si ils sont impactés au jour d'aujourd'hui, comme de nombreux concitoyens du continent africain, par la crise économique provoquée par l'irruption de la Covid. Cette question a été prise aussi par les agences de développement, évidemment, et en particulier par l'AFD, pour pouvoir utiliser évidemment les transferts financiers qui sont lourdement taxés jusqu'à maintenant, les remittances, pour pouvoir participer, contribuer évidemment au développement. On en est encore à des stades de réflexion, mais cette question est prise en compte, sans parler de par évidemment les nouveaux partenaires du continent africain. Comme je vous rappelais, l'Inde joue beaucoup sur la présence historique d'une communauté qui aujourd'hui est estimée à peu près 3 millions de personnes, 3 millions de personnes d'origine indienne, aussi bien de Gujarat que d'autres régions, évidemment présentes sur le continent africain. Et l'Inde s'appuie aussi, comme Modi aussi a pu le faire lors de ses visites aux États-Unis, sur cette diaspora, évidemment, pour servir de relais et d'influence. Donc cette question de diaspora et d'utilisation, évidemment, de la diaspora, de soft power, la diaspora, d'intermédiaire auprès des acteurs économiques du continent africain, évidemment, devient plus que jamais importante, évidemment, pour les partenaires historiques du continent africain. En ce qui concerne la recomposition aussi, un aspect que nous n'avons pas abordé, que je voulais aborder rapidement, évidemment, c'est la question États-Unis-Chine. D'une part, il faut quand même toujours relativiser le continent africain, tout en étant évidemment l'objet d'un enjeu très important, plus que jamais important aujourd'hui, ne constitue que finalement que 5% des échanges commerciaux mondiaux. C'est encore à la marge toujours. L'Afrique, d'une manière ou d'une autre, malgré évidemment l'intérêt stratégique qu'elle peut représenter, culturel, stratégique et économique pour de nombreux opérateurs et entrepreneurs qui trouvent une part, un relais de croissance pour une économie qui est plutôt atone, évidemment, dans le vieux monde, reste pour autant encore à la marge, évidemment, des échanges internationaux. Tout autant, en ce qui concerne la question États-Unis-Chine et la manière dont ça achoppe, en particulier sur le continent africain, ce qu'on voit se reconfigurer, évidemment, c'est la fameuse opposition entre le fameux consensus de Washington et celui de Pékin. Et on voit s'affirmer aujourd'hui des pouvoirs plus que jamais autoritaires. Je vois le cas de la Tanzanie, qui évidemment disent qu'on n'a plus besoin évidemment du développement tel qu'il a été prôné par les institutions financières internationales et que celui effectivement proposé par la Chine se révèle finalement quelque chose de plus adapté à notre propre effectivement développement. Le développement d'abord, la démocratie. Jean-Christophe, ce n'est pas un second exposé que je te demandais. Sinon, comment l'Afrique peut effectivement face à ces enjeux? Toute la question, c'est la constitution de la ZLECA. La ZLECA ferait un marché de 55 pays, comme on sait, de 3 milliards d'euros, etc. et pourrait, in fine, permettre évidemment au continent africain de parler d'une seule voix, évidemment, par rapport aux nouveaux partenaires du Sud, en premier lieu, qui s'immiscent sur cette zone, sur ce continent. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, les projets de ZLECA, donc on avait salué évidemment le lancement l'année dernière, la zone de libre-échange économique africaine, sont d'abord extrêmement contestées et d'autre part ont été repoussées un petit peu, on pourrait dire, aux calendes maliennes, le grec, de par la crise provoquée par la Covid. Je te remercie. Donc, je laisse Ousmane rebondir avant de reprendre une salve de questions. Alors, deux questions très importantes sur le Mali. Oui, clairement, la France est dans un bourbier, pour moi, au Mali. Et je pense qu'une des raisons qui permet d'expliquer ce bourbier, je pense que l'intervention n'a jamais été pensée sur le long terme. Au contraire, il ne faut jamais oublier que le 9 janvier, quand François Hollande décide d'intervenir, il y avait un maître mot, pas de troupes au sol. Pas de troupes au sol, intervention aérienne. Au départ, Serval est une intervention militaire aérienne. Seulement, il y a eu un déluge de feu sur Konna. Et la bataille de Konna, les Français n'ont pas réussi. Je pense qu'on a sous-estimé un peu les forces djihadistes. Et au bout de 2 jours, les Français étaient obligés, dans le feu de l'action, d'intervenir au sol. Donc les Français se sont retrouvés à intervenir au sol malgré eux, ce qui n'était pas prévu dans le dimensionnement de l'opération. Serval était pensé pour être une opération éclair. D'ailleurs, c'est ce qui justifie un peu qu'on sorte de Serval pour Barkhane. Donc je pense que, évidemment, la réalité du terrain a forcé les Français à rester
non seulement sur le terrain, et puis à se perdre un peu dans l'entrelac des alliances et des mésalliances. Je pense que l'alliance dans le massif de l'Adrar pour finir le boulot avec les groupes djihadistes, dont le MNLA qui a servi de supplétif pour aller chercher les djihadistes dans les contreforts de l'Adrar, est très problématique parce qu'il a englué la France qui s'est retrouvée de fait dans un conflit qui n'est plus conflit. Enfin, on ne combattait plus le djihadisme, la France se retrouvait de fait acteur d'un conflit intramalien, de conflit d'un irrédentisme, de fait. C'est ça, ça complexifie vraiment l'intervention française. Et je pense que le tournant, il est là. À partir du moment où on libère Tombouctou, les Français sont accueillis en héros, il y a des enfants qui portent le nom de François Hollande, etc. Mais très vite, il y a un tournant. Oui, ça existe. Hollande était un héros absolu. Mais à partir du moment où les soldats français décident d'arriver à Kidal et de dire qu'on ne laisse pas l'armée malienne, donc l'armée nationale, entrer dans Kidal et contrôler Kidal avec le MNLA, l'opinion s'est très vite retournée et s'est vue finalement au sud particulièrement comme une armée d'occupation. Et ça, c'est décuplé par le temps long. De toute façon, une armée étrangère qui joue la mission essentielle de l'armée malienne, tôt ou tard, elle va être encombrante. Donc je pense que la France est dans un bourbier où elle ne sait pas comment sortir, d'autant plus qu'il y a eu une faillite, dont on parle très peu, parce que l'objectif, quand la France intervient, c'était, après Serval, de reconstruire l'armée malienne. Il y a eu une mission de l'armée française qui a travaillé dessus, qui a audité l'armée malienne, qui a proposé un projet de reconstruction. Et l'un des volets de ce projet de reconstruction de l'armée malienne, c'est le UTM. Le UTM était censé, en 3 ans, reconstruire l'armée malienne. C'est un échec total, on ne le dit pas assez. Pour moi, le UTM est un des plus gros échecs du Sahel, l'un des échecs les plus retentissants, parce que les 7-8 bataillons qu'ils ont formés, ils ont tous pris une déroute dans le nord. Et ça revient à la question de l'État. Pour moi, si nous ne construisons pas, si nous n'aidons pas à construire des institutions solides, reconstruire, en tout cas, ou construire un État malien, l'armée ne peut jamais rien résoudre. Aujourd'hui, le problème, il n'est plus militaire, en fait, finalement. Il est plutôt comment on fait que pour les Maliens ont un minimum d'adhésion à leurs institutions. Par exemple, ce que vous dites est assez juste. C'est-à-dire un Malien du Nord, un gars de Tombouctou de Gao, il peut vivre sa vie sans jamais être allé à Bamako. Un Malien du Sud, parce que le pays est immensément grand, peut vivre toute sa vie sans jamais venir au Nord. Moi, j'ai toujours une anecdote qui m'a profondément marqué. C'est, alors, après les élections, Ibeka gagne les élections. Évidemment, en priorité, c'est la réconciliation nationale. Il nomme un des grands barons de son parti, un des grands ambassadeurs du Mali, etc. Il le nomme ministre en charge du Nord et de la réconciliation. Il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec ce ministre, qui s'appelait Cheikh Omar Diarra, à aller à Gao quand il a été nommé. Et on discutait et je me rendais compte que c'était la première fois qu'il allait au Nord Mali à 60 ans. Pour vous dire, quoi, la séparation, elle est ethnique, elle est aussi géographique, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à partir de Sévaré, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Le pays est séparé en deux. Il y a 2 pays, il y a même plus 3 pays, et que, bon, ça, je n'entre pas dans les détails, un Malien qui naît à Gao, vous verrez que beaucoup de Maliens nés à Gao, ils vont aller faire le lycée à Niamey. En tout cas, faire les courses à Niamey, parce que Niamey est plus proche. Niamey est plus proche. Et que beaucoup de Maliens de Kidal vont en Algérie. Et de toute façon, quand vous prenez les dirigeants aujourd'hui de l'irrédentisme touareg, ils ont tous la nationalité libyenne et ont fait des carrières en Libye. Mohamed Agnajem, le patron militaire du MNLA, était un colonel de l'armée libyenne qui s'est exilé, qui est allé en Libye, qui s'est formé, qui a fait l'école militaire. Vous prenez le chef politique du MNLA aujourd'hui, Bilal Akcherif, il était prof d'anglais à Tripoli. Parce que, voilà, il préférait aller là-bas, il a fait une carrière, il est devenu prof, et quand il y a eu la désintégration de l'État libyen, ils se sont dit, on retourne chez nous. On retourne chez nous. Et ces gens-là, même par rapport au groupe resté, il y a des frictions. Hein, il y a des frictions. Mohamed Bilal Akcherif, vous l'interviewez, il parle anglais, mais il ne parle pas français. Il ne parle pas français. Par contre, il parle anglais. Dans les négociations avec l'État malien, il y avait un interprète. Donc, c'était quand même frappant de voir que la langue officielle du Mali, c'est français, et que le principal patron de la rébellion politique parle anglais.
Donc, je pense que il y a une division très forte. Les populations s'ignorent. Et puis au nord, moi, je l'ai remarqué au sud. Ça, faut le dire, c'est la vérité. Il y a quand même, et je l'ai entendu souvent dans les discussions à Bamako, les Maliens du sud qui parlent du Mali utile. Ils considèrent que le désert est inutile, en fait. Il y a une forme de stigmatisation réelle. Donc, l'irrédentisme touareg a des fondements qui trouvent aussi ses racines dans cette frustration. Donc, pour moi, l'État malien a toujours été une fiction. C'était une fiction, il va falloir la reconstruire ou trouver un fédéralisme. Voilà, je pense que l'une des solutions qu'il faut explorer et qu'il faut enfin avoir le courage d'explorer, c'est la question du fédéralisme, d'autant plus que de fait, Kidal n'est pas gouverné par l'État malien. Depuis 2013, Kidal est gouverné, il y a quand même très grand quand même, c'est plus que la Suisse et la Belgique réunies, que la région de Kidal est gouvernée par les groupes armés. Alors, merci Ousmane, c'est toujours évidemment avec bonheur qu'on t'écoute, mais on va essayer de prendre quelques questions dans la salle. Alors, monsieur, oui, au milieu. Enfin, c'est un peu arbitraire, hein. Là, excusez-moi. Sauf pour les femmes, bien évidemment, qui sont prioritaires. Bonjour, je m'appelle Abdul, doctorant à l'IMAF. Une maison qu'on connaît bien. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. C'était très, très, très intéressant et pertinent. Et quand je vous ai écouté, en fait, j'ai eu tout de suite deux questionnements. En fait, le premier, c'est que la dame l'a soulevé, c'est en parlant en fait de la géopolitique en Afrique. J'ai comme eu tout de suite le sentiment qu'on parlait du transfert en Afrique des rivalités des grandes puissances extérieures, alors qu'en Afrique, en fait, on ne peut pas traiter l'Afrique comme étant indépendante, bien sûr, mais elle a ses propres dynamiques internes. Vous l'avez tout à fait bien souligné quand vous avez parlé de la ZLECA, qui, à mon avis, même si on ne sait pas ce que ça va devenir. Et j'ai une question surtout pour aussi M. Ndiaye, qui a évoqué la question du Mali, la question du coup d'État, pour aller très vite. Et la question, c'est de savoir, en fait, aujourd'hui, que ce soit au Mali ou dans un autre État africain, c'est limiter la démocratie, je dirais seulement à un fétichisme électoral, en fait. C'est-à-dire que on se dit, OK, on organise une élection, parfois sous pression de la communauté internationale, et l'élection, elle est validée, l'État, il est homologué démocratie, alors que on occulte vraiment les questions sociales, les questions politiques, les questions économiques qui sont un pan essentiel de la démocratie. Cela ne contribue-t-il pas aujourd'hui, en fait, à nourrir certaines frustrations qui favorisent l'intervention des militaires est-ce que c'est pas aussi une sorte de réponse à une faillite démocratique, en fait, des États, s'il y en a même au Mali? D'accord, merci. Je vais prendre 2-3 autres questions. Madame, devant. On va vous apporter un micro. Merci. Merci. Je suis une journaliste, Augusta Conquiglia. J'avais deux petites questions, petites remarques, une question pour Jean-Christophe Servan sur la question de l'émission, comme on dit, des puissances du Sud en Afrique, ce qui est tout à fait réel. Je pense quand même que la différence entre, par exemple, la Chine et l'Inde est fondamentale dans la mesure, pas seulement pour les idéologies qu'elle représente, mais dans la mesure où l'Inde, qui essaie de se valoir de sa propre diaspora en Afrique, a affaire avec des populations indiennes. Si on fait exception des îles où il y a un vrai prolétariat indien, partout ailleurs, c'est quand même des collaborateurs des pouvoirs coloniaux depuis la présence britannique. Donc il y a quand même une suspicion, si je peux dire, ou bien une relation difficile. Donc c'est pas une diaspora qui va d'elle-même créer de nouvelles conditions, sauf à susciter des investissements hors pair, ce qui n'est pas encore le cas. Ce que je voulais comprendre d'Ousmane, que je remercie pour
ces explications qui sont rares hein, sur le Mali. Je voudrais comprendre, quand vous dites il faut construire un État, et un État démocratique, hein, si l'on peut dire, je ne sais pas quelles sont les caractéristiques réelles, concrètes d'un État démocratique. D'abord, est-ce que vous pouvez bien parler dans le micro parce qu'apparemment beaucoup de gens ne vous entendent pas. Oui. Oui, non, sur l'État démocratique, je voulais savoir comment vous comprenez le fait qu'au Niger, où il y a eu aussi des reddentismes touareg, des crises diverses, il n'y a pas eu le même phénomène. C'est-à-dire, bon, au-delà de la dimension du territoire, etc., est-ce que politiquement, il y a eu des réponses différentes? Ou est-ce qu'il y a... C'est une histoire qui ne peut pas être comparable. Merci. On va prendre encore 2 questions peut-être. Monsieur là-haut, je vois que depuis tout à l'heure, vous levez la main. Bonjour, moi c'est Bienvenue Matoumo. Je suis doctorat à Paris 8. Mais vous pouvez enlever votre masque quand vous parlez dans le micro parce que c'est vrai que sinon on n'entend pas bien. Je disais que donc je m'appelle Bienvenue Matoumo. Je suis doctorat à Paris 8. Mais aussi je suis militant d'un mouvement citoyen qui s'appelle Lutte pour le changement, la lucha de la République démocratique du Congo. Et donc, Alisa, le titre de l'atelier, on s'est fait beaucoup d'idées parce que c'est englobant, hein, les enjeux géopolitiques en Afrique. Donc, moi, je m'attendais clairement qu'on essaie de détailler certains aspects sur des grands pays du continent et qui vont peut-être définir ces enjeux même sur les continents. Et donc, j'étais un peu frustré de voir que exposé, nulle part on a mentionné par exemple les enjeux sur le Congo qui, à mon avis, avec tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, y compris le cobalt qui va faire l'enjeu de la voiture électrique, n'a pas été mentionné, ce qui ferait que les puissances viendraient se cristalliser autour du Congo pour voir comment ravir l'exploitation du cobalt à la Chine. Donc maintenant, ma question principale serait de savoir comment vous voyez-vous l'avenir de la région des Grands Lacs, les conflits interrégionaux de la région des Grands Lacs et principalement quel sera le rôle de Kagame dans ces conflits qui se produisent depuis 3 décennies dans la région des Grands Lacs et à considérer que le Burundi venait d'avoir un nouveau président. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que bon, nous, on ne sait pas par avance quel est le public qui va participer. Donc, évidemment, on essaye de construire pour que la conférence soit abordable aussi bien par des néophytes que par des spécialistes comme certains d'entre vous. Et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on tire à grands traits les enjeux et on essaye de vous donner des clés de lecture. Peut-être avons-nous trop insisté sur les points exogènes. Est-ce qu'on va prendre une dernière question, Madame? Bonjour, je suis Aurélie Rani, journaliste malgache. En fait, ma question, à un moment, vous disiez, Madame Pinault, sur la Corne d'Afrique, que c'est comme un terrain de jeu. Mais est-ce que ce n'est pas le continent africain carrément qui est un terrain de jeu, en fait? Et je voudrais est-ce que vous avez une idée quels sont les pays d'Afrique actuellement qui sont complètement acteurs et maîtres de leurs économies, de leur politique, mais réellement, quels sont les pays qui sont vraiment autonomes, oui, et voilà. Et quand vous parliez du Mali, Monsieur Ndiaye, sur les régimes de transition, etc. Moi, par rapport à Madagascar, c'est exactement les mêmes comment on appelle ça, même manière de se produire. En fait, partout en Afrique, c'est à peu près la même rouage, en fait, qui se passe. Et je me dis, dans combien de générations, vraiment, il y aura l'Afrique sera vraiment autonome comme un autre continent. Voilà. Merci. Merci à tous et à toutes pour vos questions. Donc, bien, je reviens
vers toi, Géraldine, même si l'autonomie et les États-Unis d'Afrique figurent bien évidemment à l'agenda de 1963. Je vous rappelle. On a le temps alors. Donc, merci pour vos questions. Alors, il n'y en a aucune qui s'adressait directement à moi. Toutefois, beaucoup m'ont fait réagir. La vôtre notamment, et les questions touchant évidemment à la construction de l'État, de la démocratie, les transitions. Je pense au Somaliland, qui effectivement aurait peut-être beaucoup à perdre d'une reconnaissance, curieusement, puisque c'est un État finalement qui s'est construit après la sécession avec la Somalie. Je ne vous refais pas l'histoire, qui a eu une transition de 3 ans. Les militaires ont spontanément passé le pouvoir, ont organisé le passage du pouvoir aussi à des gouvernements civils, qui depuis a organisé un certain nombre d'élections. Alors c'est une démocratie en construction, hein, tout n'est pas forcément une réussite et il y a des améliorations sont à apporter. Toutefois, grâce peut-être au désintérêt du regard international qui était dans les années 90 concentré sur Mogadiscio, qui se tourne de plus en plus vers ce pays depuis 2010 et aujourd'hui. C'est un pays qui a construit ses propres institutions. Alors, de manière très intéressante, a récupéré, en tout cas revendique, hein, puisqu'il n'est pas reconnu, ses frontières héritées du protectorat britannique. Un cas assez curieux, mais finalement pas si rare si l'on considère l'Érythrée et dans une moindre mesure, pour d'autres raisons, le Soudan du Sud. Mais on a un État qui, effectivement, n'ayant pas eu de financement d'aide directe jusqu'au moins en 2010, direct ou plus ou moins indirect, construisait son budget. C'est un pays qui a reconstruit seul ses institutions et qui mène sa politique. Alors, une démocratie en construction et qui, évidemment, ne peut pas être totalement retirée des grands jeux et enjeux du monde, et particulièrement, je pense, en ce moment, mais qui à mon sens, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je m'y étais intéressée, est un exemple intéressant à étudier. Voilà, je ne vais pas garder la parole trop longtemps dessus. C'était très intéressant. Tu as peut-être non, tu aurais pu garder. Non, tu ne vas pas pouvoir la garder parce que malheureusement le temps passe. En revanche, oui, se rappeler pour les gens qui ne le savent pas que le Somaliland n'est pas reconnu par la communauté internationale. Voilà. Ouais, aucun État en fait. Donc, comme ça, c'est encore plus clair. Voilà. Je reviendrai sur la question des Grands Lacs, parce que merci pour camarade de la Lucha de nous avoir rappelé évidemment la prédation qui se passe toujours évidemment sur l'Est, grand pays qui est la République démocratique du Congo, en ce qui concerne en particulier les métaux rares aujourd'hui. Je crois qu'on est, ça va être d'une certaine manière avec les élections qui se profilent l'année prochaine en Ouganda, qui était un bon allié des États-Unis, comme on l'a toujours su, Museveni, avec aussi, on voit très très bien monter en particulier dans un petit peu comme l'Éthiopie, à un moment, après le génocide du Rwanda, évidemment, c'était le journal des bonnes nouvelles aussi, le Rwanda. Vous voyez, c'était un moment, avant l'Éthiopie, c'était un peu le modèle Kagame, quoi, qui a été souvent vendu et radé dans la presse internationale. On voit très très bien qu'il y a une inflexion qui est en train un petit peu d'être prise, en particulier dans les médias anglo-saxons, à l'instar de la gouvernance de Kagame, sans parler de celle de Museveni. Donc, le vent est en train de souffler différemment, je pense, dans cette région. Et évidemment, les enjeux après de développement sont conséquents. Les ajustements aux institutions financières internationales sont toujours évidemment démentiels. Les multipartenaires qui débarquent évidemment dans cette région, en particulier en RDC, se comptent non plus sur les 10 doigts de la main, mais c'est élargi. Mais pour autant, je pense que l'Afrique centrale, et en particulier la région des Grands Lacs, qui était un petit peu considérée un peu, entre guillemets, vous m'excusez l'expression, comme l'Afrique des ténèbres, est en train un petit peu d'être repris et revu différemment, elle aussi, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions du continent. Donc, je vous dis, les grandes élections qui arrivent l'année, et surtout sur l'Ouganda, seront très intéressantes à suivre et impliqueront évidemment des changements dans toute la sous-région. Je voulais revenir aussi toujours revenir évidemment sur qui est-ce qui avait posé la question? Attendez. Plusieurs, il y a une vague de questions.
En ce qui concerne évidemment les grands partenaires au niveau des blocs régionaux, bien sûr, on revient pour l'heure on est toujours dans cette quadrature du cercle qui voit. Il sera intéressant de voir ce qui se passe en Afrique australe, évidemment, et en particulier l'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus touchés par la crise économique provoquée par la Covid sur le continent, avec les conséquences que ça peut évidemment jouer sur de nombreux pays enclavés d'Afrique australe, qui sont déjà un petit peu exsangues. Et je pense que la zone d'Afrique australe, qui était un petit peu considérée un peu comme le moteur du dynamisme, de la croissance du continent africain, risque de subir de très graves conséquences à la fois sociales et économiques dès lors que nous serons sortis une bonne fois pour toutes de la crise provoquée par le Covid. Ça reste pour l'heure illisible, les chiffres s'ajustent. On parlait au début du Covid de 10 millions, peut-être 20 millions d'Africains qui travaillant dans le formel, qui risquaient de se retrouver évidemment à la rue à cause de cette crise provoquée par le Covid. Donc il est très difficile, au-delà des enjeux électoraux évidemment, de ce qui peut se passer dans certains pays, il est très, très difficile encore de s'avancer. Mais pour l'heure, on reste dans je dirais, dans ce quatuor. Afrique du Sud d'un côté, évidemment, en position dominante, talonné par le Nigeria, qui tous les deux sont actuellement en récession. Et derrière, s'affirment évidemment, comme vous l'a rappelé Géraldine, des pays aussi dynamiques que l'Éthiopie, le Ghana pour l'Afrique de l'Ouest. La question de la Côte d'Ivoire aussi sera très intéressante. Les élections arrivent, etc. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de passer en Afrique de l'Ouest. Tout à fait, et d'y retourner. Et donc, d'y retourner. Je suis obligé de vous la faire courte, mais sans faire de la prospective, vous voyez. Mais je pense qu'en ce qui concerne la situation dans la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer bientôt. Oui, très bien, je te remercie. Je suis désolée, j'ai un rôle ingrat ce soir, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Donc, eh bien, Ousmane, je te laisse la parole. La question Niger-Mali est vraiment très intéressante. Ça aurait mérité une conférence. Parce que deux États à peu près placés dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances voisins, et ça ne donne pas le même résultat. Je pense que c'est très important d'essayer de comprendre pourquoi, parce qu'on peut y trouver des clés ou des pistes de solutions au Sahel, je pense. Pour répondre, mais vite, rapide. Première raison, tous les deux ont connu des coups d'État. 2010, Niger, coup d'État. 2011, coup d'État. La grande différence, quand il y a eu le coup d'État de Salou Djibo au Niger, la transition a été totalement prise en charge et menée par les Nigériens eux-mêmes. Il n'y a pas eu d'interférence. C'était vraiment une transition endogène où les forces du pays se sont retrouvées et ont décidé de ce qu'ils vont faire et des règles du jeu. Et comme les règles du jeu étaient partagées, claires et acceptées par la population, l'élection a abouti à un vrai processus démocratique. Ça, je pense que c'est une des clés. Il faut remarquer, à contrario, le Mali, et d'ailleurs, dans une discussion avec Moussa Traoré, qui est décédé, le vieux dictateur, hier, il faisait une remarque qui était vraie et qui faisait rire. Au Mali, tous les problèmes des Maliens, les résolutions portent les noms d'accord d'Alger, accord de Tamanrasset, accord de Ouaga, accord d'Accra. C'est-à-dire, les Maliens, les grands problèmes qu'ils ont eus n'ont jamais été réglés entre Maliens. Il y a toujours eu des interférences de l'Algérie qui est très impliquée dans le Nord, interférence de la France, etc. Et au Niger, il n'y a pas ce degré d'interférence. C'est-à-dire quand il a fallu régler la question Touareg, ça a été des accords internes au niveau national, au niveau de la communauté nationale, qui a donné un mode de partage du pouvoir qui marche toujours, le Premier ministre qui est Touareg, etc. Bon, je pense que ça ne va pas tenir au grand désordre du Sahel, mais ça tient plus que le Mali à peu près. Ça, je pense que c'est très important. Deuxième problématique qui est plus longue, qui est plus historique sur la rébellion Touareg. La rébellion Touareg au Mali est plus ancrée. Elle est dès l'indépendance. Dès l'indépendance, au nom d'un pacte avec la France, l'année auquel le roi de Kidal réclame l'indépendance, en disant que les Français, on avait nous aussi signé un protocole d'indépendance avec la France qui devait donner l'état de l'Azawad. Donc, c'est né même avec l'acte d'indépendance et que dès 1963, il y a la première guerre, il y a la première rébellion Touareg, et c'est pas les mêmes. Et la réponse qui était apportée à l'époque, pour moi, est un des nœuds qu'on n'a jamais dénoué, parce qu'évidemment, l'armée allait dans le Nord, ils ont massacré tout le monde. Il n'y a pas de « je suis une femme, je ne suis pas rebelle ». La première guerre a été
ils ont envoyé quelqu'un qui est devenu un héros national au Mali, le capitaine Djiby Silas Diarra, et c'est devenu un des héros de guerre absolue au Mali parce qu'il a pris tous les chefs de village touareg, il les a décapités et présenté les têtes aux villageois. Donc il y a eu des crimes abominables en 63. Et ça s'est continué un peu aussi avec l'armée de Moussa Traoré sous la dictature. Il y a un témoignage d'ailleurs qui est très important, Ma vie de soldat, dans des compagnons de Moussa Traoré Songalo, où il raconte les viols, les crimes. Et c'est jamais un hasard. Moi, j'ai essayé de faire un peu le parcours aujourd'hui des rebelles, des jeunes qui s'engagent. Et dans les entretiens, il y a toujours une histoire qui est de « ma mère a été violée en telle année ». On a brûlé notre maison en telle année. Et il n'y a jamais eu, on a toujours eu signé des accords à Alger, à machin, sans régler le problème. Est-ce que vous qui vivez ensemble, vous vous pardonnez? Est-ce que le crime est nommé? Dire les choses. Et ça n'a pas été fait. On se contente d'accords politiques qui sont strictement politiques et institutionnels. Par contre, l'accord dans la société, il n'existait pas. Il n'a jamais existé. Et au Niger, il y a quand même cet effort d'inclusion, de régler pas que les problèmes politiques ou institutionnels, de régler aussi les problèmes qui sont liés au vivre ensemble. Comment on règle les deux sens, le crime, etc. Ça me paraît très important dans le mécanisme. Et évidemment, ça donne pas les mêmes résultats. Voilà, je pense qu'il y a d'autres raisons, mais bon, voilà, je suis allé d'aller vite, et puis je dois répondre en plus à la deuxième question. Mais c'est une question importante, le Niger-Mali. Mais bon, on peut pas. Sur l'illusion démocratique, comme je l'appelle, moi je suis d'accord, il y a mais alors, il y a à un moment donné, les conférences nationales en Afrique ont donné ce que j'appelle moi le rite électoral. Il fallait organiser des élections pour être tamponné de démocratie, avec l'aval des experts. Alors, il y a toujours le truc, la mission. Alors, Ousmane, je vais être contrainte de t'arrêter. Évidemment, hein, c'est une conférence de rentrée, c'est une première et non une dernière. Et la prochaine conférence sera consacrée aux élections et aux séquences électorales que nous observons, puisque nous avons créé à l'IRIS, en partenariat avec Wati, un observatoire des élections 2020 en Afrique de l'Ouest. C'est l'occasion de prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser et que personne ne se sente frustré? Oui, monsieur. On prend une dernière question, puis eh bien, je laisserai à chacun des participants 50 secondes pour conclure. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Je me permettrai de formuler une question en deux questions, c'est possible. Une question pour M. Ndiaye et une question pour Mme Pinault, si possible. Alors, M. Ndiaye, ce sera un travail de prospective très subjective. C'est, à votre avis, de manière très subjective, dans 15-30 ans, où voyez-vous le Mali? Le Mali sera-t-il la prochaine république islamique d'Afrique? Voilà, je vous ai dit, c'est très subjectif. Et Mme Pinault, que pensez-vous de l'installation de la base militaire chinoise ainsi qu'en Afrique de l'Est? Provoquera-t-elle Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, merci de ces deux questions très pertinentes. Donc, eh bien, vous avez en tout à vous partager moins de 4 minutes. Alors, je vous remercie. Je vais répondre de manière très courte parce que ça demande une réponse trop longue pour la. Donc, c'est pas une installation. Enfin, maintenant, c'est une installation qui n'est plus si récente. C'est évidemment très intéressant d'accueillir qu'un pays accueille en son sein les contraires. Et la période qui s'ouvre, je pense, va montrer jusqu'à quel point les contraires peuvent se tolérer dans un espace si petit et si stratégique. Si je veux voler une partie de la question, mais je ne reparlerai pas pour le Mali, pour la Corne de l'Afrique, à un horizon de 30 ans, moi j'ai une grande interrogation sur le découpage des pays et des frontières dans cette région qui a déjà montré une grande mobilité ou un nomadisme de la question frontalière, avec le plus grand nombre de redécoupages quand même dans la région depuis 30 ans. Merci. Surtout que c'est un sujet qui me passionne tout particulièrement. Je te remercie. Ousmane, je te laisse
Je te laisse la parole. Alors, pour répondre, non, moi, je ne vois pas une république islamique dans 20 ans, mais je vois une sorte d'État failli. Parce qu'en fait, on parle beaucoup du djihadisme parce que c'est ce sans doute dont on a le plus peur ici, par contexte. Mais il y a des fléaux plus graves, le trafic de drogue, le trafic des êtres humains. En fait, je pense qu'il y aura tout ça. Il n'y aura pas qu'un État. Au contraire, il y a même une tension entre les groupes islamiques et les groupes armés qui sont plutôt dans le narcotrafic. Il faut voir qu'aujourd'hui, la principale guerre contre l'État islamique, ce n'est pas l'armée malienne qui la mène, c'est Ansardine, c'est Yag Ali contre l'État islamique. Et sur la base de trafic. Les crimes les plus abominables sont d'autres djihadistes prétendus qui le mènent. Et il faut voir aussi que tous ces groupes armés, avant d'avoir pris comment on appelle ça, la franchise djihadiste, ont été des groupes rebelles touaregs laïcs indépendantistes. Yag Ali, aujourd'hui, qui est le patron de la rébellion, qui est le chef des djihadistes du Nord Mali, a été le chef des groupes rebelles touaregs dans les années 90. Donc, c'est des mutants. Il a été chef groupe rebelle en 90, puis il a rejoint l'État du Mali en étant consul et ambassadeur. Et là, aujourd'hui, les djihadistes, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme. Ce n'est pas des fous de Dieu. Je pense qu'il y a un mélange de religieux, sans doute, certes, qui existe, de trucs, mais il y a aussi plein d'autres mouvements très importants qui sont liés au banditisme et au trafic. Alors évidemment, Ousmane, les grilles de lecture sont un peu une projection de nos propres représentations occidentales et notamment dans la crise malienne. Eh bien, au terme de cette conférence et avant d'y mettre un terme, je vais laisser Jean-Christophe Servan. Je vais laisser à Jean-Christophe Servan le dernier mot. Évidemment, comme l'a rappelé Ousmane, c'est à suivre. Je pense que, évidemment, comme vous l'avez rappelé, Géraldine, pour conclure, on a toujours, nous, on est très ethnocentrés, et particulièrement sur la zone ouest africaine, son ancien précaré francophone. Je crois que les regards devraient plus que jamais se tourner depuis l'émergence de la diplomatie économique française, suivre la France aussi en ce qui se concerne l'océan Indien, qui est un enjeu à nouveau qui, pour moi, je pourrais considérer comme une sorte de mare nostrum du XXIe siècle, avec d'un côté, évidemment, nos départements d'outre-mer, Mayotte en premier lieu, La Réunion, bien sûr Madagascar, vous vous rappeliez, donc vous représentez, madame, et, bien sûr, et toute la côte est-africaine, où là, on voit très très bien se positionner effectivement aussi bien les anciennes puissances, c'est-à-dire d'un côté britannique et États-Unis sur les pays tels que le Kenya. Le monde entier se précipitait vers le Mozambique et sur le gaz liquide, qui est, à mon avis, effectivement, un prisme désormais pour lequel il faut considérer le continent africain, non plus le pétrole, et que cette zone extrêmement sensible avec la côte Swahili, sortie des pays enclavés, rentrée de la Tanzanie en tant que pays à statut intermédiaire, et va être un objet d'enjeu très important dans les années à venir. Voilà pour ma conclusion. Donc, ce n'est pas une conclusion, c'est une ouverture. Et j'appelle les jeunes chercheurs et tous ceux, évidemment, à l'instar du boulot que vous menez, évidemment, à continuer à travailler sur ces zones-là. On voit très, très bien comment d'ores et déjà la diplomatie économique, évidemment, et les renseignements sont tournés déjà vers cette partie du continent africain. Alors, cher Jean-Christophe, je te remercie de cette conclusion. Madame Hugon, je vous remercie et nous vous dédions bien évidemment cette conférence. Comme je vous le disais en tout début, c'est une première conférence qui augurera d'autres rencontres riches et fructueuses. Je remercie bien évidemment chaleureusement Géraldine Pinault, Ousmane Diaye et toute l'équipe et bien évidemment qui participe en coulisses et que vous ne voyez pas nécessairement. Je vous remercie à tous et à toutes de vous être déplacés. Et voilà, et nous pouvons en conclure là et prendre la route. Je vous remercie. Merci.